Mesdames et messieurs, David Fontanier et Xavier Vitton. Bonjour Bordeaux, est-ce que ça va? Ok. Très heureux d'être avec vous. Tiens, on va sonder un peu le public, savoir. Merci Xavier. D'abord, merci d'accueillir Xavier Vitton. On va sonder bien sûr le public. Il y en a qui viennent de loin, de très loin. La Suisse, la Belgique, levez-vous. La Réunion aussi, on vient des Antilles. Où est-ce que vous êtes? Ok. Tu vois, tu démarres comme ça, c'est bien. Hein, c'est bien. Il y en a deux qui se lèvent, ok. Peut-être qu'on aura un peu plus de chance avec le Sud-Ouest, avec les Landes. Est-ce qu'on a les Landes qui sont là? Ok. Ils sont 4. On a Bordeaux, on a la Gironde. Ils sont là, les Bordelais. Ok. Est-ce qu'on vient de Marseille, de Paris aussi? Alors, les Marseillais, est-ce qu'il y a des Marseillais? Super. C'est la première fois que les Marseillais se font pas siffler à Bordeaux. C'est bien. Les Parisiens, on en a vu les Parisiens. Voilà l'Île-de-France qui est ici. Bienvenue. Bienvenue. Est-ce qu'on a la Bretagne qui est là? Ils sont là les Bretons. On en voit. On vous a mis votre musique. Ça c'est... Je viens de là-bas aussi, je viens de chez eux. Je suis né là-bas. À Pleumeur, tu connais Pleumeur? Bah ouais. Ouais, on siffle pas, ouais. Oui, mais bon. Tu vas voir après. On aime bien les Bretons. Qu'est-ce qu'on fait, Xav? Ah oui, alors, je t'ai pas prévenu, mais avant de commencer, j'aimerais évoquer un sujet. Vous savez que nous sommes en pleine période électorale, donc je voudrais évoquer un sujet un peu grave, un peu touchy, que nous n'avons pas prévu d'évoquer, mais quand même, nous avons une photo choc, c'est le cas de le dire. La voici. Comment appelez-vous ceci? Je crois. Alors. Je crois que la réponse est évidente, que tout le monde la connaît. Ça s'appelle une chocolatine. Attends, on peut faire main levée, hein? Alors. Ok. Main levée pour chocolatine. Ok. C'est tout. C'est le démarrage d'une prise de parole, c'est de savoir, de connaître son public, connaître son auditoire, d'où est-ce qu'il vient. On vous a demandé de vous lever plusieurs fois, de prendre la température de son public. On va s'attarder pendant 1 heure avec Xavier à vous donner les outils, nos techniques de prise de parole pour avoir une prise de parole avec de l'assurance et avec de l'impact. Et l'idée, c'est pendant ces 60 minutes, vous dire ce qu'on ne vous a jamais dit sur la prise de parole. Pourquoi, Xavier, c'est important de connaître son auditoire? Mais il est évident qu'on ne peut pas parler de la même façon quand on travaille devant un BNI plutôt que devant un EHPAD, par exemple, ou alors devant une maternelle. Et pour ça, moi, je me suis inspiré d'une technique que certains connaissent peut-être, qui a été inventée par un psychologue qui s'appelle Taby Keller, qui a inventé une technique qui s'appelle la ProcessCom. Cette technique avait été commandée par la NASA parce que quand les hommes et les femmes sont en capsule, ils ne peuvent pas s'engueuler. Ça n'est pas possible, ils ne peuvent pas s'en aller en claquant la porte. Et il avait décrypté 6 genres de personnalités qui peuvent travailler ensemble. Nous avons tous ces personnalités-là en nous, avec une base et une phase, et les 4 autres personnalités. Et Taby Keller a détecté 6 personnalités générales. Vous allez certainement, quand je vais les évoquer rapidement, parce que la ProcessCom fait l'objet de grandes formations, mais je vais les évoquer rapidement, vous allez détecter chez les autres, chez votre entourage, chez vos collègues, les personnalités dont je parle. Il y a d'abord l'empathique. L'empathique, c'est celui dès le matin qui va vous proposer du café, qui va vous parler de sa vie personnelle, qui va vous poser des questions sur votre vie personnelle, qui va vous faire des remarques sur votre habit, votre vêtement, la façon dont vous vous habillez. Ça, c'est l'empathique. Généralement, dans une entreprise, l'empathique... Alors attention, on parle de qualité. Taby Keller avait pensé que tout le monde était fait que de qualité qui devenait défaut en état de stress. L'empathique, lui, il va avoir comme défaut de devenir un peu angoissé, un peu stressé lorsqu'il a des échéances. Il va falloir le calmer en lui disant qu'on l'aime beaucoup et il vous aime beaucoup. À l'inverse de ça, vous avez le travaillomane. Le travaillomane, lui, il déteste qu'on l'aime pour ce qu'il est. Il adore qu'on l'aime pour son
travail. Il ne va pas falloir lui dire « tu es belle » ou « tu es beau », il va falloir lui dire « tu as fait du bon boulot ». Le travaillomane, il va être synthétique, il va composer beaucoup, il va sourcer beaucoup son travail, ça va être un excellent expert comptable, par exemple, le travaillomane. En revanche, il n'est pas franchement chaleureux. C'est genre Alain Juppé, vous voyez ? Ensuite, on a peut-être des travaillomanes, là. Ah oui, on en a certainement des travaillomanes. Et surtout, on les détecte. On les détecte chez les autres. On a du mal à savoir ce qu'on est exactement parce que c'est plus difficile puisqu'on a tout en nous. Ensuite, il y a le persévérant. Alors, le persévérant, c'est bien simple. Dès que nous sommes entrés en scène, il s'est fait un avis sur toi et sur moi et il n'en dérogera pas pendant 1 heure et même à vie. C'est-à-dire que la première fois qu'il vous voit, il a un avis, il n'en change pas. Il a des convictions, il n'en change pas. Donc, un travaillomane, c'est extraordinaire. Un persévérant, c'est extraordinaire à condition qu'il vous valide. S'il ne vous valide pas, il ne vous validera jamais. Ensuite, vous avez le promoteur. Alors, le promoteur dans les entreprises, c'est le commercial. Le promoteur, il met le pied dans la porte. Il adore les défis. Il adore qu'on lui dise « toi, tu es le meilleur pour faire ça ». Il adore les défis. Le problème, c'est qu'il pense que tout le monde aime les défis. Donc, il va y avoir un problème avec le commercial, c'est que lui va vendre, mais il ne va pas se soucier de savoir si derrière ça suit. Il va dire « écoutez, moi, on m'a demandé de vendre, donc je vends ». Ça, c'est le promoteur. Ensuite, vous avez le rêveur. Ah, le rêveur, je l'adore. C'est celui qui, vous savez, va regarder le prompteur et puis d'un seul coup, il va faire coller papillon, vous voyez ? C'est celui à un restaurant qui va regarder la carte, mais tant qu'il n'aura pas lu tout le menu, il n'aura pas choisi. Et en plus, il se sera imaginé chaque plat en les dégustant pour voir quel plaisir il pourrait prendre avec tel plat. Généralement, le conjoint ou la conjointe de rêveur va lui dire « mais tu vas prendre ça comme d'habitude ». Il va choisir pour lui. Vous connaissez forcément des rêveurs. Attention, le rêveur, il déteste qu'on lui mette la pression, il déteste les échéances de temps, il déteste les échéances en général et il déteste les open space et le bruit. Le rêveur, il a besoin de calme. Par contre, c'est un excellent créatif. Et enfin, il y a le rebelle. Alors le rebelle, c'est celui qui n'est jamais à l'heure, toujours en avance, toujours en retard. Vous lui avez dit de faire un projet A plus B plus C, il va vous faire A plus B plus C'. Jamais exactement comme on lui a dit de faire, mais c'est un excellent créatif. Pourquoi je vous ai parlé de toutes ces personnalités ? Parce que dans une assemblée, en tout cas en France, et plus généralement dans les pays industrialisés, la moitié des personnalités sont composées de rebelles et de travaillomanes. J'en suis l'exemple. Moi, je suis en base travaillomane et en phase rebelle. Ça se voit, par exemple, le rebelle à ses vêtements. Il a un côté classique, mais il a un peu transgressé ce côté classique en mettant des fleurs avec des carreaux, par exemple. Là, tu as mis rayures avec carreaux. Alors là, j'ai un peu de tout, ouais, c'est ça. Donc ça, c'est typique du rebelle. C'est très rebelle. Hein. Très rebelle. Donc, la moitié d'une assemblée étant rebelle et travaillomane. Presque ou les deux, un peu. Hein. Il suffit pour prendre la parole, pour séduire au moins la moitié d'une assemblée, il suffit de connaître son sujet, comme ça vous plaisez aux travaillomanes, et de faire un peu d'humour, et là vous plaisez aux rebelles. Voilà comment vous pouvez discuter devant les gens en étant sûr de convaincre au moins la moitié de la salle. Je me projette dans une réunion qu'on pourrait animer, Xavier. Oui, on peut applaudir Xavier. Par contre, on n'a pas le temps d'applaudir entre chaque intervention, si on pouvait juste gagner du temps là-dessus. Je me plonge dans une réunion qu'on peut animer. C'est assez courant de prendre la parole et qu'on ait dans cette réunion celui qu'on appelle le contradicteur. Celui qui refuse tout. Alors, on l'aime pas parce qu'évidemment, il va nous challenger, j'allais dire nous chatouiller, mais c'est presque plus que ça. Mais pourquoi est-ce qu'il est hyper important finalement, Xavier ? Pourquoi il peut être notre allié, ce contradicteur ? Moi, je me suis inspiré de Voltaire. Vous savez, Voltaire, il a dit cette très belle phrase « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. » C'est le principe même de la démocratie. Eh bien, le contradicteur, vous savez, c'est le comptable qui va vous contrôler vos chiffres. Alors ça vous énerve qu'on contrôle les chiffres, mais il va quand même vous éviter quelques erreurs. Et donc, la contradiction, et je le dis souvent aux hommes et aux femmes politiques que je coach, parce que quand ils vont devant les plateaux télé, ils ont souvent un journaliste qui est contre eux. En fait, il n'est pas contre eux. Il leur permet de développer leur argument. Et il faut toujours prendre le contradicteur comme un allié. Et même dans une salle, même dans un groupe, même dans une réunion, le contradicteur, à moins de le canaliser, bien sûr, parce que s'il est sans arrêt en train de râler, ça ne porte rien. Mais il va vous permettre à vous de développer, pour ceux qui seront hésitants à accepter vos arguments, à les accepter encore plus. C'est pourquoi je dis souvent aux hommes et aux femmes politiques que je coach, aimez votre contradicteur, aimez votre opposant, ça n'est pas un ennemi.
c'est un adversaire. Et ça se joue comme au sport. On n'est pas là pour détruire l'autre, mais on est là pour se mettre en valeur soi. On va remonter... Je suis désolé. Je vais terminer juste par 3 citations. 3 philosophes qui ont parlé de la contradiction. Aristote, c'est une paire de propositions opposées de telle sorte que toute affirmation a sa négation opposée. C'est joli, mais ça date de 350 avant Jésus-Christ. Chez Hegel, philosophe allemand, 1800, la synthèse devient le produit du dépassement de la thèse et de l'antithèse. Et enfin, le plus grand philosophe qu'on ait eu de notre siècle, qui a dit ces 2 phrases. La première, il a dit « La meilleure preuve qu'il existe une intelligence extraterrestre est qu'elle n'a pas essayé de nous contacter. » Et la deuxième, je n'ai pas toujours raison, mais je ne me trompe jamais. Savez-vous qui a dit cette phrase? Jean-Claude Van Damme. C'est presque ça. C'est Jacques Chirac. On va remonter, alors c'est vrai qu'on vous parle du public, on vous parle du contradicteur, on va remonter à la base de prendre la parole en public et de cette peur qu'on a, ou en tout cas de cette angoisse qu'on peut souvent ressentir avant de se retrouver devant les regards de toute une assemblée. Il y a une dizaine d'années, un cabinet américain a réuni 2000 personnes et ils leur ont demandé « De quoi avez-vous peur ?» Et beaucoup ont répondu, la peur de mourir, la peur de prendre l'avion, la peur de parler en public, la peur des serpents, des araignées. Ils ont compilé toutes ces peurs, ils en ont fait un classement, et ils ont vu que la peur de mourir arrivait généralement dans les citations les plus faites sur les peurs. Et au-dessus de la peur de mourir figurait la peur de parler en public. D'après ce cabinet américain, d'après ces 2000 personnes, on préfère mourir que de parler devant une assemblée. Alors c'est forcément quelque chose que vous ressentez, peut-être pas à ce point-là, mais c'est évidemment un moment particulier qui va vous provoquer des symptômes qu'il vous sera impossible de maîtriser. Ces symptômes, c'est quoi? C'est le cœur qui bat très fort, qui s'emballe d'un coup. C'est ses mains qui se mettent à trembler, les mains moites, cette jambe aussi qui va se mettre à trembler sans même que vous sachiez pourquoi. Une vague de chaleur qui vous envahit, vous devenez tout rouge, la gorge sèche, une respiration très haute et vous ne comprenez pas comment faire pour l'arrêter. Et voilà, vous voilà prêt à parler en public dans une espèce de vous-même que vous ne contrôlez plus. Pourquoi, Xavier, on a tous ces symptômes? En fait, c'est tout à fait normal que vous les ayez et vous n'êtes que normal. Il se trouve que dans notre cortex cérébral, nous faisons partie d'une espèce, l'espèce la plus faible du règne animal. Nous n'avons pas de griffes, nous n'avons pas de grandes dents et nous ne pouvons courir que très peu de temps, à part ceux qui s'entraînent pour ça. Mais généralement, au bout d'1 heure de course, c'est terminé, on n'arrive plus à courir. Pourquoi? Eh bien, en fait, parce que notre espèce était faite pour vivre en groupe. Elle ne survivait que grâce et par le groupe. Par exemple, pour se nourrir, la survie consistait à courir après un gibier, se remplacer les uns les autres pour lui courir après jusqu'à ce que le gibier soit véritablement fatigué. Et ensuite, n'ayant pas d'armes et n'ayant pas de griffes, il fallait le lapider avec des pierres. Alors je parle évidemment de la préhistoire. Mais ça a été inscrit dans nos gènes. Et donc le groupe est pour nous est synonyme de survie. C'est la raison pour laquelle il faut faire extrêmement attention avec vos enfants qui, lorsqu'ils se sentent exclus de leur groupe à eux, vivent ça comme une petite mort. Et certains se donnent la mort parce qu'ils préfèrent, eux, choisir le moment où ils vont mourir que de le laisser faire au reste du groupe. C'est la raison pour laquelle je dis souvent, attention, faire partie de groupe est une survie de soi-même. Nous sommes des animaux grégaires. Et enfin, la dernière chose que je voulais dire, c'est que lorsque nous prenons la parole, nous sommes soumis au jugement social. Puisque le vocabulaire que nous allons utiliser fait en sorte de démontrer aux autres à quelle strate sociale nous appartenons. C'est par le langage que l'on détermine exactement à quelle strate sociale j'appartiens. C'est la raison pour laquelle l'Académie française a été créée à l'époque, pour réserver à une élite la possibilité de savoir lire, écrire et connaître le vocabulaire le plus riche, pour rien qu'en parlant se reconnaître entre eux. C'était une façon de dissocier les élites de ceux qui ne l'étaient pas. Donc vous voyez que la prise de parole dans nos gènes sont inscrites
comme étant quelque chose d'extrêmement périlleux. Vous mettez 10 personnes dans une pièce, et au milieu de ces 10 personnes, il y a un con. Alors, on le voit vite, hein. Souvent, on voit vite le con. Il y en a plus que un, souvent. Oui, mais là, imaginons qu'il y a 9 personnes bien et un con. On le voit vite parce que la lumière allant plus vite que le son, il est con avant d'être brillant. Eh bien, tout le monde va se focaliser sur le con et va ne parler que de lui. Dans une entreprise, s'il y a une brebis galeuse, tout le monde parle d'elle. En revanche, inversons. Mettons dans une pièce 10 personnes, une personne bien et 10 cons, tout le monde s'en branle. Et oui, parce que le cerveau est toujours là pour détecter le danger et non pas ce qui va bien. C'est la raison pour laquelle nous devons toujours lutter pour aller bien, parce que le cerveau, lui, est là pour voir ce qui ne va pas et le résoudre. Il adore résoudre, le cerveau. C'est ce qui fait que nous sommes parfois, souvent, déprimés, parce que nous aimons que notre cerveau ne se nourrit que de ce qui va mal. Donc, à partir de maintenant, eh bien, essayez d'inverser ce schéma, mais ça n'est pas facile parce que notre instinct primaire est là pour voir ce qui va mal. On va leur donner un outil pour dompter leur trac, justement. Comment est-ce qu'on fait pour dompter le trac, pour gérer cette angoisse, ce stress qui vient se manifester? Vous avez peut-être des techniques, peut-être que vous utilisez vous-même des outils contre le trac. Il y a peut-être un jour un vieil Indien qui vous a donné une pierre que vous portez toujours sur vous. Il vous a donné cette pierre le jour de votre communion avant de mourir. Et peut-être que ça vous aide justement à combattre votre trac. Si ça marche, utilisez-le. Il y a d'autres outils qui fonctionnent. La visualisation marche bien. Souvent, on se dit, je ne vais pas en mourir. Et puis ça va marcher, et puis ça va le faire, et vas-y, t'es le plus fort. Et ça fonctionne bien, la visualisation, à condition qu'elle soit positive, évidemment. La seule technique qui marche vraiment, c'est la préparation. Préparez, préparez, préparez. Préparez votre intervention et répétez-la. Répétez, 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 et répétez à voix haute. Pourquoi ? Parce que généralement, on répète dans notre tête, je vais dire ça. Et la première fois où vous le prononcez, ce n'est pas du tout comme vous l'aviez imaginé. Répéter à voix haute vous donnera 2 vertus. La première, c'est que vous allez entendre ce que vous dites et votre cerveau va mémoriser votre prise de parole. Et la deuxième vertu, c'est que vous allez entendre votre musique, entendre vos mots, les mots que vous utilisez dans une conversation. La prise de parole, c'est de l'oralité. La prise de parole, c'est des phrases courtes. La prise de parole, c'est des phrases sans verbe. La prise de parole, c'est des répétitions, comme je viens de faire. Répétez, soyez dans une conversation, à la seule différence où il n'y a que vous qui parlez. Mais vous pouvez parler aussi avec les autres. C'est une conversation. Donc détachez-vous de vos notes et répétez à voix haute. Répétez dans les transports, répétez sur le chemin de votre rendez-vous à enjeu de réunion. Répétez à voix haute, ça compte énormément. Ça va faire plaisir à Gwenaël qui parlait de Steve Jobs hier. Steve Jobs répétait 37 fois son intervention avant de monter sur scène. Il était très stressé, très angoissé à cette idée-là. Et donc répétez, répétez, répétez et répétez à voix haute. Et puis il y a un autre outil. Avant de monter ici sur scène, ce qu'on a fait avec Xavier quand on était en coulisses, c'est de la respiration. Il y en a qui utilisent ça, la respiration. Il y en a qui font ça, c'est pas mal. Alors, il y a 2 types de respiration. Il y en a qui partent comme s'ils partaient en plongée, c'est-à-dire qu'ils inspirent et ils y vont comme ça en apnée. Et ils y vont, et bonjour, voici, alors c'est parti pour la présentation, et ils n'ont plus de souffle à la fin. Voilà, ça c'est pas forcément le meilleur outil. Ce qu'on va vous proposer avec Xavier, c'est de la respiration ventrale. C'est une respiration qu'on dit avec le ventre. C'est un exercice qu'on fait généralement en coulisses, 2 minutes avant de monter sur une scène. Et c'est un exercice qu'on va faire tous ensemble. Alors on va tous se lever, s'il vous plaît. Respiration ventrale, comment on fait? On va poser la main sur le ventre. Alors sachez que cette respiration ventrale, vous l'avez une fois tous les jours, une fois par jour. C'est un moment où on dort. Exactement. Donc ce soir, vous allez penser à Xavier et à moi, vous mettez votre main sur votre ventre, vous dites, ah ouais, c'est ça, ah ouais, c'est vachement bien. Vous verrez que c'est... Tu te calmes. Ça va être chaud, je sens, ce soir. Vous verrez que la respiration ventrale, c'est aussi la respiration originelle, la respiration des nouveau-nés.
Vous ferez le test chez vous, vous verrez, vous laisserez par exemple pleurer un nourrisson pendant 1 heure et vous allez voir que c'est son ventre qui gonfle et qui se dégonfle. On va faire ça ensemble, on va faire de la respiration ventrale. Le chien du voisin aussi. Le chien du voisin qui aboie toute la journée, vous voyez que c'est que son ventre qui travaille. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est pas évident de respirer avec le ventre. Il y en a qui, voilà, ça risque d'être compliqué. L'idée, c'est de mettre de l'air. Vous inspirez de l'air par le nez, vous gonflez votre ventre comme un ballon de baudruche. On aspire par le nez, hein, toujours. On inspire par le nez, ensuite on va inspirer sur 3 secondes, on va bloquer pendant 3 secondes et on va expirer par la bouche en dégonflant notre ventre comme un ballon de baudruche. Et on le fait 2 fois ensemble. On y va, la main sur le ventre, on va pousser cette main-là et on inspire par le nez. On bloque la respiration pendant 3 secondes et on expire. Et voilà, comme ça on aura endormi tout le monde. On le fait une 2e fois, on inspire. Regarde, on est en train de les détendre. Et on expire. On va bien. Oui. Voilà. Très bien, merci. Vous pouvez vous asseoir. On ne prétend pas vous avoir détendu complètement avec ça, mais cet exercice-là, si vous le faites, si vous le tenez pendant 2 minutes, l'idée c'est de vous détendre. Et en étant détendu, vous allez aussi détendre tout le monde. Il y en a qui baillent, regarde, ça les fait bailler. Ça y est, on les a endormis. Il y en a qui ont déclenché des problèmes d'aérophagie. Enfin bon, l'idée, c'est de vous détendre et de détendre tout le monde. Et avec cet exercice-là, vous allez surtout laisser votre cerveau s'oxygéner. Et donc, vous aurez moins de trous de mémoire, vous aurez moins d'oubli. Ça, c'est quelques techniques. Il y a d'autres techniques qui existent. Utilisez ce qui fonctionne avec vous, toujours dans un esprit positif. Et puis Xavier, il a une technique aussi, et là, il nous emmène aux toilettes. Oui, je vous emmène aux toilettes. Alors, vous savez, les comédiens, on a l'expression du trac, évidemment, et le trac, on le sublime, c'est-à-dire qu'on en transforme ça en excitation, en envie. Alors, pourquoi la respiration ventrale? Scientifiquement, c'est très explicable, hein. Les côtes, ici, ça ne bouge pas, hein. Ça ne peut pas bouger, une côte, à moins que de se la fêler ou de se la casser. Le seul endroit que le poumon a pour s'épanouir, c'est de pousser sur le diaphragme qui se prend entre le plexus et le bas du dos. Il y a sûrement des médecins dans la salle ou des gens qui sont des soignants, ils connaissent mieux ça que moi, mais ce diaphragme étant souple, quand le poumon s'ouvre, il pousse sur le ventre et évidemment les organes du ventre se déplacent. C'est pour ça qu'on appelle ça respiration ventrale, mais c'est toujours les poumons, hein, qui prennent l'air. Alors nous les comédiens, tu parlais tout à l'heure de signaux, de stigmates du trac, les tremblements et tout ça, c'est normal. Le cerveau, comme je vous l'ai dit, est là pour détecter le danger. Quand il le détecte, il a 2 possibilités, fuir ou attaquer. C'est notre cortex encore animal qui parle. Donc il envoie des hormones, et ces hormones déclenchent, il y a de l'adrénaline entre autres, mais il y en a tout un tas d'autres, déclenchent tous les stigmates pour courir, fuir ou attaquer. Donc le cœur se met à battre pour envoyer le sang dans les jambes, et les poumons se mettent à ventiler un peu plus, la gorge s'ouvre, c'est la raison pour laquelle vous avez votre voix qui devient un peu plus aiguë, qui change un peu quand vous avez le trac. Les genoux se mettent à trembler, ça c'est typiquement l'expression de l'adrénaline qui a en trop dans le muscle. Et le cœur qui se met à battre, vous ne pouvez rien faire contre, puisqu'on ne peut pas gérer son cœur, à part quelques moines Shaolin et encore. Le cœur, c'est la loi du tout ou rien. Il bat ou il ne bat pas, et sa rapidité ne tient pas au cerveau. On peut le contrôler après de la méditation, ce qui est bien de faire du yoga ou de la méditation parce qu'on contrôle ses battements du cœur. Bref, nous, pour faire passer tous ces stigmates, ce que l'on fait, c'est qu'en coulisses ou dans les toilettes, quand il n'y a pas de coulisses, vous allez prendre la parole, vous allez faire un entretien d'embauche, vous allez avoir une réunion importante, eh bien, dans les toilettes, on enlève le surplus d'hormones en se secouant comme ça, vraiment, et en grimaçant. Ça veut dire que tout à l'heure, je suis allé dans les toilettes, j'ai croisé Xavier comme ça. J'étais comme ça. Et je me suis dit, mince, on n'est pas bien là. Il nous fait une forme d'AVC curieuse. Mais en fait, ça marche très bien, parce qu'une fois qu'on s'est un peu fatigué, le surplus d'hormonal que l'on ne contrôle pas, les hormones, on ne les contrôle pas, elles arrivent par l'ordre indirect du cerveau, au moins elles se sont évacuées et on n'a plus que le bon stress, la bonne excitation, sans les stigmates du trac. Maintenant, je sais que tout BNI, avant de prendre la parole et faire son infomercial, va faire ça. Non, mais tu vois, dans les réunions, justement, quand tu sais que ça va être bientôt à toi de parler... N'hésitez pas à faire ça, ou dans la voiture, de faire un peu de respiration ventrale. Déjà, tu vois, même assis à ta place, tu sais que ça va bientôt être à toi parce qu'il y a un tour de table et tu sais que c'est à toi. Tu fais une respiration tranquille, t'écoutes à peine celui qui parle juste avant toi, mais t'es juste focus sur ta respiration. J'ai dit, tu l'écoutes un peu, tu l'entends. On vous a donné voilà, des techniques pour dompter votre trac. Maintenant, on va être sur le fond.
On va accrocher notre auditoire. On va se connecter à lui. Alors ça, c'est un outil que vous utilisez certainement. Vous voyez, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous scrollez et puis vous tombez sur des vidéos. Ces vidéos-là ont 3 secondes pour vous accrocher. Si vous vous ennuyez au bout de 3 secondes, vous zappez, vous partez ailleurs. Eh bien, en prise de parole, c'est pareil. N'attendez pas 10 minutes que votre public s'endorme pour aller le chercher et le réveiller. Accrochez d'entrée. Marquez les esprits tout de suite. Connectez-vous à votre auditoire dès les premières secondes. Une fois que vous serez lancé, eh bien vous pourrez improviser sur votre prise de parole bien préparée, mais connectez, accrochez, marquez les esprits tout de suite. Il y a plusieurs outils pour marquer les esprits, pour accrocher son auditoire. Vous pouvez par exemple commencer par le pourquoi. Vous racontez le pourquoi de votre intervention. Poser des questions aussi. Alors le pourquoi, tiens par exemple, nous pourquoi est-ce qu'on est là ? Pourquoi est-ce qu'on est là ? Eh ben, pour vous donner des outils, pour vous dire ce qu'on ne vous a jamais dit en prise de parole. Pourquoi est-ce qu'on s'est réunis tous ensemble ? Voilà, pour faire une grande fête, pour participer. Il y a toujours un pourquoi dans une réunion. C'est un très bon moyen d'attaquer et d'accrocher votre public, plutôt que de commencer par votre présentation. Alors là, Florian et Steph et Bichette nous ont présenté, donc on n'avait pas eu besoin de se présenter. Mais si on avait besoin de se présenter, on aurait commencé par notre pourquoi, et ensuite on serait venu vous parler de nous. Poser des questions, ça marche très bien. Posez des questions, vous faites lever les mains. Tiens, on vous a demandé tout à l'heure pour qui c'est la première convention ici, BNI. Tiens, levez la main pour qui c'est la première convention. Voilà, vous vous connectez à votre auditoire, ça vous permet de sonder et d'accrocher votre public avec ce pourquoi. Et puis, quand on démarre une prise de parole, c'est aussi un contrat qu'on a avec l'auditoire, Xavier. Alors, moi, vous savez, quand on veut faire quelque chose de bien, il suffit de regarder les grands, ceux qui ont vraiment, vraiment réussi, pour essayer de s'en inspirer. Il y en a un qui m'a beaucoup inspiré, évidemment, dans mon métier, c'est Walt Disney, parce que c'est quand même dans notre métier de spectacle le plus grand en termes de show, en termes d'animation, en termes de parc d'attraction. Et lui, il disait cette chose simple. Alors Walt Disney, vous savez que c'est un Français à l'origine, hein, sa famille c'est Disney. Mais comme les Anglais ne savaient pas dire Disney, ils ont dit Disney. C'est un Normand. Est-ce qu'il y a des Normands là ce soir ? Aujourd'hui, pardon, ce matin, il y en a une. C'est déjà bien. Hein. Bravo. Bravo. Elle est très fière, hein, très très fière. Et elle est fière de l'être, bravo. Disney, qui est le beurre Disney, et c'est le beurre Disney, en fait. Hein, exactement. Bon, bref. En tout cas, tout ça pour vous dire que Walt Disney, lui, il avait ce qu'on appelle le contrat avec le public. Dans son contrat, il avait 1. Répondre aux attentes. C'est-à-dire que nous, si on vous fait une petite conférence sur la prise de parole en public, il faut quand même répondre, même si on fait des transgressions et qu'on fait quelques digressions, il faut répondre à ce que vous attendiez, c'est-à-dire que vous appreniez quelques petits trucs sur la prise de parole en public. Et nous, moi dans mon théâtre, quand les spectateurs viennent dans mes théâtres, ils attendent quelque chose. Il faut que le contrat soit respecté, c'est-à-dire d'être bien accueilli, que le spectacle soit bon par des comédiens professionnels, des beaux décors, et d'être confortablement assis dans une salle climatisée ou chauffée. Ça, c'est le contrat. Mais dans le contrat, il est très important, et c'est ça le paradoxe de notre métier, de créer la surprise. Parce que si vous ne donnez au public que le contrat qu'il attendait, il va se lasser, il va être déçu et ressortir de la salle en disant « oui, bof, j'ai pas appris grand-chose » ou « oui, bof, c'est un spectacle comme un autre, c'était bien, mais ça n'a pas bouleversé ». Et c'est pour ça que les meilleurs films, les meilleurs livres, les meilleures œuvres, c'est celles qui nous ont surprises, tout en satisfaisant ce qu'on attendait dans cette œuvre. Et ça, c'est un principe de prise de parole en public. Il faut respecter le contrat de votre prise de parole et en même temps un peu surprendre. Les meilleures infomerciales, c'est celles qui parlent de votre métier, mais qui transgressent la façon d'en parler. Et en général, vous gagnez l'infomercial si vous faites comme ça, parce que vous marquez les esprits par la surprise. Et enfin, il y a le plaisir de la découverte que cultivait Walt Disney. Et ces personnalités, ces salariés les plus payés dans ces entreprises, toujours aujourd'hui dans le consortium Disney, ce sont ceux qu'on appelle les Imagineers. C'est ceux qui imaginent ce qui n'a pas encore été inventé. Ce sont les cerveaux de l'entreprise qui ne sont là que pour phosphorer. Vous savez, c'est le rêveur de l'entreprise. On ne lui demande aucune échéance de temps, aucune échéance de travail, aucun accueil de public. Il est juste dans son bureau et il rêvasse à ce qu'il aimerait mettre en place. Et ensuite, tous les autres sont là pour essayer de voir si techniquement c'est possible de le réaliser. Mais l'Imagineers ne s'empêche rien. Il peut imaginer quelque chose de complètement délirant
et ensuite on réduit son délire à ce qui est possible de faire. Voilà, ça c'était ce que pratiquait Disney pour que son entreprise marche. Et je pense que pour qu'une prise de parole soit bonne, il faut aussi respecter ces contrats-là. Ils recrutent chez Disney des imaginaires, c'est peut-être sympa ça. Toujours, ils recrutent toujours. Il y a toujours ils recrutent parce que la jeunesse parfois a des idées que nous, au bout d'un certain âge, nous n'avons plus parce qu'on a été mis dans un carcan de ce qu'on croit être juste et bon. On va vous donner à présent les 5 outils pour préparer votre prochaine réunion. Vous allez voir qu'on va découper votre message. On va être vraiment sur votre discours, sur le message que vous allez donner en 5 étapes. Comment est-ce qu'on va démarrer notre message? On va commencer par le pourquoi. Vous démarrez par le pourquoi de votre prochaine réunion. Si vous voulez noter, vous pouvez noter, mais vous allez voir que ça va être très simple de retenir les 5 outils. Vous commencez par le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de réunir tout le monde? Pourquoi ce rendez-vous? Et le focus n'est pas sur vous finalement, mais sur le pourquoi et sur votre auditoire. Une fois que vous avez exposé le pourquoi, vous allez mettre en avant les obstacles, le problème. Forcément, si on est ensemble, c'est qu'il y a un obstacle, il y a une ambition vers laquelle on veut aller, et où on a un problème à régler tous ensemble. Ensuite, votre idée. Votre solution, la solution que vous allez mettre en place. Ça marche aussi pour la présentation de votre entreprise. Pourquoi est-ce que vous faites ce métier-là? Quels obstacles, quels sont les problèmes de vos clients? Et vous, votre solution. Ça marche très bien pour les pitchs, cette présentation. Une fois que vous avez présenté le pourquoi, les obstacles ou les problèmes et votre solution, vous allez immerger votre auditoire, votre public, votre assemblée dans votre solution. Vous allez leur expliquer qu'avec cette solution, vous allez répondre à cet obstacle. Et en fait, c'est de l'immersion, avec des exemples, avec des détails. Et enfin, le passage à l'acte. Vous allez engager votre auditoire. Le passage à l'acte, c'est quoi? Vous le voyez aussi sur les réseaux sociaux. C'est cliquer, liker, commenter, partager, découvrir notre offre d'essai, regarder nos témoignages. Ça, c'est du passage à l'acte. Et il ne faut jamais remettre à demain ce que l'on peut faire à 4 pattes. Bon, allez. Pourquoi ça arrive là, ça? Pourquoi elle arrive là? Le passage à l'acte. Ah oui. Il y en a qui l'ont compris. Hein. Plutôt les femmes, d'ailleurs. Je veux pas dire, mais les cerveaux féminins sont plus réveillés que les cerveaux masculins ce matin. Moi, on m'avait dit, tu fais un truc sérieux. Moi, on m'a pas dit, C'était sérieux. Le passage à l'acte. Vous allez, à partir d'aujourd'hui, bannir de vos communications verbales et même écrites les mots « n'hésitez pas ». Ce que vous envoyez... C'est ma mère qui applaudit là-bas. C'est ce que vous écrivez à la fin. Pardon, je ne vous vois pas, hein, donc... c'est ce qu'on écrit à la fin de chaque mail. N'hésitez pas à me rappeler. N'hésitez pas à me contacter. Moi, généralement, on ne vous rappelle jamais. Hein. À la fin de vos mails, je pense aux admins qui sont là aussi, à la fin de vos mails, plutôt que n'hésitez pas, proposez 2 dates de rendez-vous, par exemple, 2 ou 3 dates. Ou je me permettrai de vous rappeler mardi à 14h. Ça, c'est un passage à l'acte. Pour m'assurer que vous avez bien reçu mon mail. Et le mardi à 14h, vous appelez. Parce qu'il n'a toujours pas répondu. Eh bien, comme convenu, je vous appelle, puisque je vous ai envoyé un mail. Comme convenu, je vous appelle, il est 14h, je vous appelle, est-ce que vous avez reçu ce mail-là? Engager à l'action, c'est le call to action. Il y a d'autres passages à l'acte très mauvais, c'est ceux qui disent il faut qu'on déjeune. Le nombre de personnes qui te croisent et qui te disent il faut qu'on déjeune, ça fait 6 mois que tu me dis il faut qu'on déjeune. Comment on fait si tu veux qu'on déjeune ensemble? Tu prends ton agenda, je prends mon agenda, on cale un rendez-vous, même si c'est dans 3 mois, c'est pas grave. Mais au moins, on a calé quelque chose. T'as déjà dit à des amis venez quand vous voulez. Hein. Bon, on les attend toujours. Hein. On leur a dit de venir. Donc le n'hésitez pas, c'est la double négation que le cerveau n'enregistre pas. Voilà. Si votre conjoint vous dit n'hésite pas à ramener le pain en rentrant ce soir, oui, tu l'auras oublié. Hein. Dans les sociétés distinguées du 19e siècle, quand on voulait inviter les gens, on envoyait un carton d'invitation à tous les gens qu'on voulait inviter et on leur disait « je resterai chez moi ce soir-là ». Donc ça voulait dire que vous pouviez venir voir la personne. Non, maintenant ça ne marche plus ça. Hein.
Donc pensez vraiment au passage à l'acte. Il y a donc cet outil de pourquoi, d'obstacle, de solution, en tout cas de votre idée, et puis d'immersion et de passage à l'acte, c'est fondamental. On ne termine pas, et même j'imagine qu'au théâtre aussi, on termine toujours une œuvre. Ah oui, alors c'est assez difficile de terminer une œuvre. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui connaissent Offenbach, Jacques Offenbach? Oui, c'est le French Cancan, vous savez, ça c'est Jacques Offenbach qui l'a composé. Il avait toujours du mal à terminer les œuvres, si bien que, généralement, au troisième acte, qui était le dernier acte, il reprenait le final du 2 et le mettait au 3. Donc, pour terminer une œuvre, eh bien, en musique, en art, en général, et donc en prise de parole ou dans les réunions que vous avez à faire, il y a ces petites règles. Il faut faire un résumé succinct de ce que vous vouliez dire. Attention, succinct, ça peut être 3 mots. Hein. Il faut faire un appel à l'action, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Alors nous, dans le spectacle, c'est soit un appel à émouvoir le public, soit qu'il applaudisse à la fin, soit qu'il en parle autour de lui. Ça, c'est l'appel à l'action pour nous. Il faut généralement utiliser des gens qui vous ont inspiré pour sourcer ce que vous avez à faire passer comme message. Comme ça, on a l'impression que vous êtes encore plus intelligent que ce que vous n'êtes. Et enfin, il faut faire une ouverture sur un questionnement pour que, en sortant, les gens réfléchissent à ce que vous avez dit, à ce que vous avez fait. Et il y a un adage que j'aime bien utiliser, qui n'est pas de moi, hein, qui est d'une poétesse américaine, qui dit « On ne se souviendra pas de ce que vous avez fait, on ne se souviendra pas de ce que vous avez dit, on ne se souviendra que de l'émotion que vous aurez transmise. » On va vous donner les 5 qualités d'une bonne oratrice, d'un bon orateur. Vous l'avez compris, d'abord, la préparation fera que vous serez une bonne oratrice ou un bon orateur. Il y a une autre qualité absolument remarquable, c'est de considérer votre auditoire. Considérer votre auditoire, ça veut dire être vous-même dans votre meilleure version, mais plus que ça, ça veut dire parler peut-être plus fort, parler aussi avec une meilleure articulation. Ça veut dire sourire davantage, savoir vous tenir droit, c'est une considération que vous avez pour lui. Vous verrez que plus vous le considérez, et ça sera un retour qui vous fera, c'est de vous écouter. C'est un véritable cadeau que vous lui faites en le considérant. Les bonnes qualités ou les grandes qualités d'une oratrice, d'un orateur, c'est aussi de savoir écouter votre auditoire. Écoutez-le, pas forcément avec les oreilles, mais écoutez-le aussi avec le regard, partagez avec lui, soyez dans l'échange, dans la conversation avec lui. Une bonne oratrice, un bon orateur, c'est aussi quelqu'un qui sait se taire, qui sait faire des silences. Ce n'est pas ceux qui parlent le plus vite, le plus longtemps, le plus fort, qui sont les plus écoutés. Ceux qui savent se taire, on fera un point tout à l'heure sur les silences, qui sont de vrais secrets d'orateurs, sont des orateurs, des oratrices remarquables. Et puis, il y a cette autre qualité qui est peut-être la plus difficile à aller trouver, c'est de garder son âme d'enfant. Gardez votre âme d'enfant. Faites des choses sérieuses sans vous prendre au sérieux. Cette âme d'enfant, c'est cette petite fille, ce petit garçon que vous étiez, qui au milieu du repas de famille se levait pour aller ouvrir la malle à costume, prendre une écharpe, une cape et une épée, et puis amuser la galerie comme ça, sans se soucier du regard des autres, et en étant complètement dans ce petit garçon ou cette petite fille qui s'amuse. Et le théâtre nous apporte ça aussi. Oui, nous, on ne dit pas travailler, on dit qu'on va jouer, parce qu'on considère que de devenir adulte est un danger quand on est comédien, parce que les enfants sont les seules personnes de notre société qui savent jouer sans réfléchir qu'ils jouent, parce qu'ils ne mettent pas de petits rétroviseurs. Et le danger, quand on produit quelque chose ou qu'on prend la parole en public, le plus gros danger, c'est ce que nous, on appelle le petit metteur en scène ou les rétroviseurs, c'est de se regarder faire et de se juger pendant que l'on fait. Garder son âme d'enfant, c'est faire, jouer, sans réfléchir qu'on est en train de le faire. Et ça, c'est extrêmement important pour ne pas s'auto-juger au moment où l'on produit, parce que si l'on s'auto-juge au moment où on produit, forcément, on crée une diversion dans le cerveau qui fait qu'on cherche ces mots, et en plus, en général, on se méjuge. Donc, ne pas se prendre au sérieux et faire les choses sérieusement, c'est typiquement cet adage que nous utilisons, c'est-à-dire qu'on travaille ce qu'on a à faire, comme là, notre conférence, on l'a produite à deux, donc on a répété à deux, on l'a répété à haute voix à deux, notre conférence. Parce que si on ne répète pas, on se découvrirait aujourd'hui, ça ne fonctionnerait pas, et en plus, on s'est dit, on va s'amuser.
Parce que si l'on s'amuse, on amuse légèrement. En tout cas, on ennuie moins les gens qui nous écoutent. Et on ne se regarde pas. Et on est imparfait aussi. Ça compte. Restez imparfait et imparfait. Soyez pas trop lisse. Ça veut dire que, voilà, on a le droit de se tromper, on a le droit de bafouiller. Ne vous auto-jugez pas parce que vous vous trompez, parce que vous faites une bafouille à ce moment-là. J'ai envie de dire que Kylian Mbappé ne marque pas des buts à tous ses matchs. On a le droit de rater aussi nos prises de parole. On voulait vous parler d'un secret d'orateur, et c'est plutôt ce qui va rendre votre public accro. Là, ça les réveille. Là, ça marche, ça. Normal. Évidemment, ce qui rend le public accro, vous l'avez compris. Le désir, oui, c'est pas mal. Dans l'oralité ou dans la prise de parole, ce sont les silences. Parce que le public est suspendu à vos lèvres. Le public attend, votre auditoire attend la suite. Il y en a un qui le fait très bien, c'est Stéphane Plaza. Quand il te dit que cette maison est vendue au prix de... Et là, t'attends parce que tu as le budget de la famille, tu sais combien ils vont pouvoir dépenser et t'attends qu'ils te donnent le prix de la maison. Et c'est là où ils t'envoient la pub. Donc là, t'es accro, t'attends vite. Je vais regarder la fin. Pratiquez les silences. Utilisez les silences comme un vrai pouvoir. Ce qui est fort avec les silences... Alors, généralement, quand on parle entre nous, quand on est dans un groupe de personnes, pas en prise de parole en public, mais juste autour d'un café, on monopolise la parole puisqu'on est en train de parler et donc on n'a pas envie de se faire couper la parole. Et donc on utilise voilà, les mots et on va même mettre des « e » entre chaque mot pour être sûr de ne pas se faire couper la parole parce que voilà, on a une idée à dire et on va la dire jusqu'au bout. Donc on ne va pas s'arrêter de parler et on monopolise ce temps de parole-là. Quand tu es devant un auditoire, quand tu es devant une assemblée, quand tu animes une réunion, on ne va pas te couper la parole. Sauf qu'il y a peut-être le con de l'assemblée qui pourrait le faire. On les a repérés. Donc, l'idée... Ça, c'est drôle. Il y en a qui se sont reconnus. L'idée, c'est en effet de gommer ces « e » et de vous rassurer. Ce n'est pas des silences d'angoisse. Souvent, on n'aime pas le silence. On travaille avec de la musique, on aime bien. Le silence nous angoisse. Ce blanc-là est vraiment angoissant. Et moi, je déteste les silences aussi. Mais quand vous êtes dans une présentation orale, entraînez-vous. Placez des silences. Et ce qui est encore de plus fascinant avec les silences, c'est que vous pouvez même les mettre au milieu des phrases. Pratiquez les silences, utilisez ces silences et amusez-vous. Et je sais qu'on en a aussi dans la musique notamment. Oui, j'ai un ami compositeur très connu qui s'appelle Christian Loba, c'est un compositeur de musique actuel, qui dit que vouloir toujours occuper le silence, c'est l'identique du silicone pour les influenceuses. Et alors, au-delà de cette petite vanne, de tout temps à jamais, les grands musiciens ont utilisé le silence. On va remettre au début, Joss. Alors là, voilà. Da se porgi amor, Les Noces de Figaro, acte 2, La Comtesse. Sans trucage. C'est comme ça qu'il utilise le silence. Mozart adore ça. Et dans la continuité de cette œuvre, j'ai écouté le moment du climax de l'œuvre, de l'ère de la Comtesse, vous allez voir. Il n'y a pas de trucage, hein. J'ai pas fait de silence, moi. Vous avez vu, c'est incroyable. Et pour autant, on est tenu comme ça en haleine. Ensuite, il y en a une que vous connaissez bien, celui-là. Karl Orff. Et là, ça marche toujours. On a les poils qui se hérissent sur le bras. Ça marche toujours. Ensuite, vous avez film, le cinéma l'utilise beaucoup. Ça, c'est Oblivion avec Tom Cruise. Plein de musique de Hans Zimmer comme ça. Voilà, là, le silence est plus court, mais il est utilisé. Et je voulais terminer pour que vous gardiez un air dans la tête jusqu'à la fin de la journée. Donc, je vous ai mis ça. Voilà. Oh, hey, j'aurais pu choisir un autre air pour que vous l'ayez jusqu'à la fin de la tête, hein, par exemple celui-là. Ah oui. Il y en a qui se bouchent les oreilles. Et là, vous l'avez jusqu'à la fin de la journée.
Et ça nous ramène à Walt Disney. Il n'y a pas de silence là-dedans. Hein. Alors, il n'y a pas de silence dans il n'y a celle-là. pas de silence là-dedans. Et il n'y en a pas dans toute l'attraction. Allez, un petit quiz, et j'en ai pour 2 secondes. Savez-vous qui a composé le Small World? Enfin, quelle autre œuvre, allez, ça va être plus facile, quelle autre œuvre il a aussi composé de Walt Disney? Que vous connaissez tous. Le compositeur de cette Le compositeur de Small World, oui? Pardon? Non, c'est pas Blanche-Neige. Fantasia. Mary Poppins qui l'a dit. Bravo, vous pouvez l'applaudir. Chum cheminée, chum. C'est la médecine qui aide la médecine, la tata. Malheureusement, on n'a pas le temps, Pas du Xavier. tout les paroles. Mais enfin, vous vous rappelez de l'air quand même. Bon voilà, c'est Richard Sherman. Merci. On n'a pas le temps, vraiment. Bravo. Vraiment. Ils sont top. Hein. C'est le matin, je suis désolé. Ok, on a les silences. On peut se remettre sur la conférence, Xavier? Hein? On a les silences. Oh, pardon. Heureusement que t'es là. Tu l'emmènes à Disney. Je lui avais dit, tu me ramènes, là, si jamais. On a les silences. Il y a des choses qu'il faut qu'on gomme absolument. Il y a des choses qu'il faut absolument, des mots qu'il faut absolument qu'on mette à la poubelle. Ce sont ces mots parasites. Les mots petits, oui. J'entends les du coup. Allez-y, dites des mots parasites que vous avez l'habitude d'entendre. En gros. En D'accord, fait, voilà. Hein? Au jour d'aujourd'hui, alors ça, c'est horrible. Ça, c'est pas mal, au jour d'aujourd'hui. Allez-y, éclatez le mot. Pardon? Globalement. En même temps. Oui, alors ça aussi, oui. Et donc. C'est bien parce qu'ils en sont conscients déjà. Du coup. Alors, les du coup et les et donc. Oh. Pardon? J'ai pas entendu. Ah oui, aussi. De quoi? Elle a dit quoi? Elle a dit quoi? Je sais pas. Ah bon. Mais à un moment donné, il faut ça. Alors, vous savez, ça, c'est une autre règle. Oui, t'as raison. C'est bien ce que tu dis. Non, mais c'est une autre règle que j'utilise. Pour gagner du temps. Non, c'est la règle des 3. Il y a un chef d'orchestre qui m'a dit, quand au bout de 3 fois, tu as demandé à ton orchestre de faire quelque chose qui ne le fait pas, c'est soit qu'il ne veut pas, soit qu'il ne peut pas. Donc, il faut arrêter, il faut passer à autre chose. Donc là, j'entendais pas, donc j'y suis passé. Très bien. Au bout de 3 fois, je suis désolé. Mais elle est contente parce qu'elle dit oui, il a compris ce que j'ai dit. Je suis désolé. Bon, comment on fait? On a quoi? On a un Floril. C'est bien de se comprendre, tu vois, la connexion avec l'auditoire. Attends, c'est mon directeur de zone, faut pas que je déconne. Vos consultants. Oh là là. Déjà, même ça, vous comprenez pas. Même ça, là-dessus. C'est vraiment le matin, pardon. Xavier, qu'est-ce qu'on fait avec ces mots parasites? Parce que bien, ils nous ont dit un petit peu. Je vais en dire quelques-uns. Il y en a chez les jeunes en ce moment. Alors j'ai été voir, j'ai pris mes lunettes, hein, c'est bien. J'ai été voir. Déjà, il n'entend pas si en plus. Voilà. Déjà, je vois le plus. Ça, c'est les 50 ans. Hein. Vous savez, quand on les dépasse, c'est compliqué. Alors. Les jeunes, l'année dernière, les mots les plus utilisés sont trop pas, de ouf, je te jure, vas-y, ok, nanani nanana. Ah. Ça passe crème. Là, c'est passé crème, vous voyez. Et genre. Alors, celui-là, ça a été le plus utilisé. Il y en a qui ont des ados, là. Tiens, levez la main, ceux qui ont des ados, là. Vous connaissez ça par cœur. Vous les avez entendus, ces mots-là? Faut parler ce langage aussi. Ouais, voilà. Alors, chez les adultes. Alors, les adultes, c'est ceux qui ont, disons, passé la vingtaine. On va dire, à partir de 30. Ça a été cette année. Et alors? Et voilà donc. Ah ah. Bref, pas de souci. Ah ouais, pas de souci, arrêtez, pas de souci. C'est juste pas possible. Alors ça, c'est très utilisé. Et entre guillemets, et le plus utilisé, c'est le pompon. Chez les hommes politiques, c'est complètement d'accord avec vous. C'est pardon de vous dire. Ouais, ça, il le dit beaucoup, Gabriel Attal. Et je vais être très clair, ça c'est notre président qui l'utilise beaucoup. Écoutez naturellement, en même temps. A été le mot le plus utilisé l'an dernier. Et au bureau, pour ceux qui ont des bureaux, voilou. Ouais. Celle-ci, elle m'énerve. C'est horrible. Grosso merdo, je reviens vers vous. Alors, ça, on pourrait en faire une chanson. Au jour d'aujourd'hui, vous l'avez dit, ça a été un des mots utilisés. C'est un vrai sujet. Ça, c'est très utilisé. Et le plus utilisé l'an dernier, on fait comme ça.
Et il n'y a pas de sujet aussi qui est souvent utilisé. Il n'y a pas de sujet. Il y était, mais je n'ai pas tout évoqué. J'ai écourté. Parce qu'il faut qu'on aille un peu plus vite. Tu vois, on n'a plus que 11 minutes. Il nous reste 10 minutes. Évidemment, comment on va faire pour... c'est déjà un bon outil que vous utilisez, c'est déjà en prendre conscience pour pouvoir gommer ces mots-là. Prenez conscience, et puis un autre truc qui marche bien, c'est de vous enregistrer. Et au moins, en vous enregistrant, vous direz moins de mots parasites, vous les remplacerez par des silences, par des pauses ou par un mot plus choisi, et ça sera chouette. Alors, t'as vu qu'il y a une maîtrise dans le PowerPoint. Ouais. On vous a mis des slides. C'est un hibou. C'est pas une chouette, c'est un hibou. Ça, c'est les travaillomanes. Oui, j'ai vu. Voilà, c'est les travaillomanes. C'est eux, là. Voilà. Là, on a les travaillomanes. On a les empathiques, ils s'en foutent, voilà. Ils disent bravo, c'est une chouette. Ou alors c'est un persévérant et il nous prend pour des cons depuis le début. Et là, rien à faire. Pourquoi je vous montre ce hibou ? On va vous parler du regard, c'est super important parce qu'on va attaquer la partie non verbale. On a attaqué la gestion du trac, comment est-ce qu'on dompte son trac, comment est-ce qu'on prépare notre intervention, on a notre message, et puis maintenant on a nos mots, on a nos silences, et on va passer à la partie non verbale, c'est-à-dire tout ce que votre bouche ne dit pas. Et donc vous allez vous connecter à votre auditoire avec le regard. Alors c'est plus confortable d'avoir une grande assemblée parce que d'abord, vous avez les lumières sur vous et ça, c'est chouette. Cette position-là, pour ceux qui sont venus ou qui vont venir sur la scène, elle est plutôt plus confortable que ce qu'on imaginait. Parce que quand on voit la salle éclairée, on voit tous ces fauteuils vides, on se dit « waouh, les boules ». Et en fait, vu que vous êtes plutôt dans la pénombre, je ne vous regarde pas de façon individuelle. Je balaye mon regard sur le 10 minutes qu'on me tend, parce qu'il ne nous reste plus que 10 minutes, mais je balaye mon regard sur chacune et chacun et je m'attache à au moins tous vous regarder de haut en bas, de gauche à droite. C'est plus confortable. Mais il y a des fois où il y a des situations où vous êtes en face à face. Moi, il y a un outil que j'utilise assez souvent, parce que en fait, le regard de l'autre, c'est quelque chose de très intime. Je suis en train de te regarder dans les yeux, Xavier, et il y a forcément quelque chose d'intime, c'est le miroir de l'âme. Et je ne suis pas forcément à l'aise avec le regard, mais il y a un outil que j'utilise assez, c'est que je ne regarde pas tes yeux, je regarde plutôt un point sur ton front. Oh, quelle horreur. Toi, tu as l'impression... T'as l'impression que je te regarde dans les yeux, et alors qu'en fait, je regarde ton front, mais je sais que vous utilisez ça aussi au théâtre. Oui. En fait, le théâtre, vous savez, on est parti de la Commedia dell'arte. La Commedia dell'arte, il y avait des gestes très codifiés, etc. Et en cinéma américain, ils utilisent beaucoup la PNL. Alors, on ne va pas parler de la PNL parce que c'est tout un tas de formations, mais juste vous dire que, par exemple, quand on regarde vers en haut à droite, c'est qu'on va vers son imaginaire. Si on regarde vers en haut à gauche, c'est qu'on va vers son souvenir. Si on demande à quelqu'un, et c'est très utilisé par exemple chez les policiers, ils utilisent beaucoup la PNL quand ils veulent voir si la personne ment ou pas. Selon le regard qu'elle utilise, ils vont savoir si elle est plutôt dans l'imagination de quelque chose qu'elle n'a pas fait ou plutôt dans le souvenir de quelque chose qu'elle a vu. Le seul problème avec ce genre de technique, c'est qu'il y a des exceptions, toujours, qui confirment la règle, c'est-à-dire des gens qui ont inversé le schéma. Voilà. Et regarder vers le bas, c'est vers le souvenir, à droite. Regarder vers le bas à gauche, c'est parce qu'on est dans l'écoute. On écoute par le regard et par la bouche ouverte. Quelqu'un qui a la bouche ouverte vous écoute mieux que quelqu'un qui a le doigt, par exemple, monsieur qui a le doigt devant sa bouche, il ne m'écoute pas du tout, il est dans sa pensée. Mais ça, c'est classique pour les journalistes. Vous verrez que tous les journalistes se mettent un stylo, un doigt, etc., parce qu'ils pensent devant la bouche. Non, mais là, c'est pas possible. Là, tu peux pas, là. Là, c'est plus la règle des 3, c'est la règle des 0. Hein. Non, en fait, c'est parce qu'ils sont en train de penser à la question suivante et du coup, ils n'écoutent pas le propos. Et d'ailleurs, j'ai dit du coup, j'aime pas du tout. Voilà. Le regard et puis la gestuelle. Alors, nos mains, qu'est-ce qu'on en fait de nos mains quand on s'exprime devant un auditoire? On a plusieurs outils à notre disposition. Généralement, on les met dans le dos. On les cache dans le dos parce qu'on ne sait pas quoi faire de nos mains. Certains utilisent aussi la posture coup franc. Très utilisé. Les mains dans les poches, mais ça manque de considération pour votre auditoire. Vos mains, c'est devant. Vos mains, c'est votre outil conviction. Vous pourrez convaincre quelqu'un grâce à votre gestuelle. On va ensemble apprendre à avoir une bonne gestuelle et on va à nouveau se mettre tous debout. Alors, comment on fait pour avoir une bonne gestuelle? Je vous donne une technique que vous pourrez refaire à la maison. Vous pourrez apprendre ça même à vos ados, à vos enfants qui ne savent non plus pas utiliser leurs mains. On va utiliser la technique, c'est bien, il y en a qui s'étirent, ça fait du bien.
Vous allez utiliser d'abord la technique Playmobil. Vous allez tendre les mains devant, comme ça les deux. Voilà, là on est en mode Playmobil. C'est pas du tout approprié. Donc on va devenir des Playmobil modernes. On va rétracter les coudes et on est comme ça devant. Alors on n'est plus Playmobil, donc on peut avoir des mains normales. Voilà, très bien, comme ça. Ne serait-ce que d'avoir vos mains là comme ça devant, déverrouillez un petit peu. Hein. Ne serait-ce que d'avoir vos mains comme ça devant, ça marche, ça fonctionne. Et vous allez faire comme moi et Xavier, vous allez partir sur votre droite et vous allez faire d'une part l'autre droite. Voilà, vous savez faire. D'autre part, de l'autre côté, d'autre part, vous allez, comme moi, montrer trois. Faites comme moi. Parler avec les mains. C'est complètement naturel. Ok. 2, laissez faire vos mains, elles vont travailler toutes seules. 3, vous serez convaincant, c'est plus de la moitié de votre message. Mais ça, les Marseillais savent faire naturellement. Et les Italiens parlent très bien avec les mains. Et au début d'une réunion, vous êtes très content d'accueillir tout le monde, donc vous pouvez même sortir. Voilà, très heureux, on est très heureux de vous accueillir. Laissez parler vos mains, laissez parler vos gestes. Asseyez-vous, merci beaucoup. Vous allez voir qu'en 5 minutes, vous saurez parler avec les mains, faites-leur confiance. Ne faites pas de gestes inutiles. Vos mains vont servir votre message. Et donc, va marteler vos propos, ça compte énormément. Xavier, oui. Il y a ce qu'on voit et puis il y a ce qu'on porte. Voilà, exactement. Je voulais juste vous parler d'un sujet. 2 secondes, vous dire qu'il y a des choses que l'on ne maîtrise pas. Sa couleur de peau, la couleur de ses yeux, son embonpoint, sa maigreur, sa grandeur, ses cheveux, sa calvitie, etc. On ne le maîtrise pas. Par contre, il y a quelque chose que vous maîtrisez et donc il faut y faire attention. Attention, c'est votre choix. Vous faites ce que vous voulez. Mais les habits que vous portez sont extrêmement importants quand vous prenez la parole. Que ce soit décontracté, que ce soit guindé, que ce soit sophistiqué, toujours est-il qu'une personne qui vous voit dans une prise de parole va se faire une idée sur vos vêtements. Il va vous décrypter, vous scanner sans même le vouloir, le bijou que vous portez, les lunettes que vous portez et pour ceux qui ont la chance d'avoir des cheveux, la coiffure que vous avez. Oui, oui, tout ça est important. Alors je dis souvent, il y en a plein qui me disent « Oh oui, moi je m'en fous des habits ». Eh bien ça va se voir que vous vous en foutez. Tu as une histoire là-dessus. Voilà. Oui, alors j'ai une histoire. Justement, j'ai une amie qui est éducatrice spécialisée et il y a chaque année la réunion entre les éducateurs et les parents des enfants qui sont en difficulté, handicapés moteurs ou mentaux, et ils reçoivent les parents. Et elle a reçu une maman d'un enfant, elle ne s'est pas demandé longtemps pourquoi l'enfant avait des problèmes. La maman portait ce t-shirt-là. Le jour de cette réunion, cette maman est venue avec ce t-shirt écrit... Elle portait ce t-shirt. Je rote, je pète, rien ne m'arrête. Et donc, évidemment, ça a été compliqué ça n'a pas été compliqué de comprendre pourquoi l'enfant était un peu en difficulté par le manque de respect qu'avait la maman elle-même pour les éducateurs et éducatrices spécialisés. Parce que porter ça, c'est un manque de respect vis-à-vis de la personne qui nous regarde. On peut le faire quand on fait un barbecue entre copains. Quand on va et qu'on est reçu par des profs, c'est un peu moins délicat. Mais ça, c'est de l'humour, mais c'est pour vous dire que, évidemment, ça a indiqué aux médecins des choses, rien que l'habit, rien que le vêtement, rien que l'hygiène que la personne voyait. Et je vous donne un autre exemple, et ça sera le dernier. La reine d'Angleterre n'avait pas le droit, et ni le roi d'ailleurs aujourd'hui, n'ont le droit de faire de la politique. La seule façon dont ils peuvent faire de la politique, c'est la façon dont ils s'habillent. Et la reine savait très bien faire, et notamment quand il y a eu le vote du Brexit, elle avait mis, vous vous rappelez, cette fameuse tenue bleue de la couleur du drapeau européen, avec un chapeau où il y avait plein de petites étoiles jaunes. Eh bien, ça, c'était son message politique. Elle était pro-européenne, elle n'avait pas le droit de le dire, mais elle l'a montré encore plus que si elle l'avait dit. Donc vos habits montrent encore plus que ce que vous êtes. Et même dans les entretiens en entreprise aussi, voilà, soyez à l'image de votre entreprise, dans un entretien de recrutement, vous portez l'habit qui traduit finalement toutes les valeurs de l'entreprise. J'ai un ami curé un jour qui recevait une dame pour un mariage, et le lendemain, il m'en parle, il m'a dit « Oh là là, celle-là, elle était maquillée comme Roland Garros ». Et j'ai trouvé ça rigolo. Et il m'a dit aussi « Elle a le front plus haut que ses idées ». Donc, rien que... Oui, c'est un curé un peu trash. Mais rien que la façon dont elle était habillée lui a donné un avis sur ce qu'elle était. Vous voyez, alors que finalement, elle avait le droit de se marier, elle aussi.
On s'est connecté avec notre auditoire, on pratique la gestuelle, on a géré notre track, on a préparé notre message et maintenant on va porter notre voix. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette voix? Regarde, il nous reste 1 minute, Xavier. Donc il va falloir qu'on soit très rapide sur cette voix-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va surtout faire attention à bien articuler. Aujourd'hui, on a une diction paresseuse. On parle beaucoup trop vite. Sachez que ceux qui parlent trop vite ne sont pas écoutés. Et donc faites un effort masticatoire. On a tous été élevés aux pommes-potes plutôt que de croquer des pommes. Et c'est ça qui nous a rendus feignants avec notre mâchoire. On ne vous reprochera jamais de parler plus fort, on ne vous reprochera jamais d'articuler davantage, on ne vous reprochera jamais de parler moins vite. Donc, considérez aussi votre auditoire par votre voix et puis par votre intonation. Oui, alors nous, comédiens, on a une habitude, c'est de ne pas faire attention aux voyelles et de faire très attention aux consonnes. Je vous donne un exemple, j'avais une tirade qui était un peu compliquée, c'était dans une pièce qui s'appelle « Quelle famille ?» avec Jean-Pierre Castaldi, et c'était l'histoire de 3 générations, et les 3 femmes de chaque génération s'étaient enfermées. Et le beau-père arrive et me dit « Pour quelle raison ?» Et là, je lui sors cette tirade, et pour sortir cette tirade que je vais vous dire, je n'ai utilisé que la technique des consonnes. Il a dit, alors, et pour quelle raison se sont-elles enfermées? Pour une raison qui ne concerne en rien les 2 précédentes, mais dont vous devez avoir une petite idée, puisqu'elle rejoint la raison de la plus jeune, qui, par opposition, a décalqué sur la mienne, qui, du coup, s'est trouvé une raison différente de s'enfermer, pour donner raison à la plus jeune, qui avait la même raison que la plus vieille. Voilà. Et en fait, quand on a des choses comme ça un peu compliquées à dire, ou un peu rapides, on s'astreint à marteler et utiliser les consonne. Déjà, ça fait passer. Et ensuite, on attire la réaction du public. C'est évidemment la technique que j'ai utilisée, c'est-à-dire j'ai parlé à mon partenaire et je vous ai passé la main en faisant comme ça et vous étiez obligé d'applaudir. Et ça marchait à chaque coup. Ça, c'est de la manipulation, ça, vous aviez. C'était trop rapide, tu vois. Mais c'était fait pour rien comprendre. Hein. Avec tous ces outils qu'on vous a donnés pendant 60 minutes, vous allez pouvoir évidemment afficher la meilleure version de vous-même. C'est-à-dire que c'est vous, c'est encore vous, mais dans votre meilleure version. Vous avez, grâce à ces outils, déjà les idées pour élargir votre zone de confort. Pas pour en sortir, pour juste élargir votre zone de confort. Vous allez basculer quand vous serez devant vos auditoires dans un mode présentateur, présentatrice, oratrice et orateur. Et puis moi, j'ai une bonne nouvelle pour finir, c'est que vous savez tous nager. En tout cas, en principe, on sait tous nager. Eh bien, vous savez tous aussi parler en public. Alors, il y a des bons nageurs, il y a des moins bons nageurs, il y en a qui surnagent, il y en a qui font comme ils peuvent. Mais vous savez nager, vous savez parler en public. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous entraîner. Entraînez-vous le plus possible. Il y a plein d'occasions de s'entraîner dans les repas de famille. Il ne faut pas hésiter de s'entraîner dans les petits moments, par exemple les compliments qu'on fait à Tati Jeannette lors de son anniversaire. Il faut commencer petit. On ne commence pas par jouer devant un zénith, on commence par jouer dans un petit café-théâtre. Eh bien vous, pareil, commencez, mais dès que vous avez l'occasion, dans des associations sportives, au BNI, faites la conférence, vous allez voir, ça nous apprend à se structurer. Le BNI, pour ça, est extraordinaire. Il y a plein de gens qui progressent au BNI en prise de parole parce qu'à chaque fois, ils doivent prendre la parole sur un temps court, être synthétique, percutant, et il y a la conférence qui aide à de développer un petit peu. Donc, profitez de ces moments-là, et c'est comme ça que vous allez progresser. On va remercier évidemment Stéphane et Florian de nous avoir fait confiance. Merci aussi à BNI. On va terminer par une phrase qu'on a l'habitude de dire. Surtout amusez-vous. Surtout, n'oubliez pas, soyez heureux. Xavier Vuitton. David Fontanier. Merci. Merci. Merci.